Sous une surface vitrée, le passé refuse de rester enfoui. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. J'adore découvrir d'où vous m'écoutez. Laissez un commentaire et dites-le moi. Vous donnez du sens à chaque histoire. Commençons. C'était le genre de fin d'après-midi de fin d'été pour lequel Saint-Anselme était plutôt doué. Une brume dorée s'étendait sur les prairies, l'odeur de l'herbe coupée se mêlait au tintement des tasses de thé, et le jardin, du domaine d'Aracotte, était embrasé de dahlias, de digital et de commérages de dames d'âge moyen. Miss Marple était assise tranquillement près d'une haie de buis tondu, ses yeux bleus vigilants sous le bord d'un chapeau de paille orné d'un ruban pâle. Elle était visiblement absorbée par son tricot. Une paire de gants couleur crème en préparation, mais ses oreilles, bien plus fines qu'on ne le soupçonnait, ne manquaient que très peu de choses. La famille d'Aracotte vivait à Tilling Green depuis 3 générations, même si le vieux major d'Aracotte était décédé au printemps dernier. Sa veuve Edith d'Aracotte, maintenant peut-être trop digne dans sa tenue de deuil, a présidé la garden party avec un mélange de grâce fatiguée et de chaleur calculée. L'occasion marquait les fiançailles de son fils Lionel avec Miss Cecily Parmenter, la fille plutôt sérieuse du médecin du village. « J'ose dire qu'ils s'en sortiront très bien », murmura Madame Ellison, une grande femme avec un penchant malheureux pour les châles couleur citron. Elle était assise à côté de Miss Marple sur le banc en fer forgé et baissait la voix avec l'empressement de quelqu'un qui aimait être entendu. Même si j'ai toujours trouvé Cécilie un peu nerveuse, pas du genre à faire une épouse, joyeuse si vous me demandez. Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Elle a simplement ajusté sa pelote de laine et a fait un petit signe de tête. Les personnes très nerveuses portent souvent leur chagrin en privé, ma chère. Il ne faut jamais supposer que le malheur est le résultat du tempérament. Madame Ellison, ne sachant pas vraiment s'il s'agissait d'un accord ou d'une réprimande, a changé de tactique. Avez-vous entendu que Madame Waverly prétend avoir vu la nièce du recteur se faufiler hors de la serre d'Aracotte la nuit dernière? Ridicule, si vous me demandez. Qu'est-ce que la jeune Émilie aurait là à faire? En effet, a déclaré Miss Marple. Elle compta 4 points de suture avant d'ajouter avec douceur, même si les serres invitent plutôt à la malice. Tous. Ces coins sombres. Leur attention se déplaça tandis que Lionel d'Aracotte, grand et prématurément sévère pour un homme de 28 ans, traversait la pelouse avec Cécilie à son bras. Cécilie portait du vert pâle avec une broche en forme de lys en porcelaine. Une chose délicate, bien trop belle pour un après-midi aussi chaud. Miss Marple, cependant, était plus intéressée par la légère tension au coin de sa bouche et par le fait que la main de Lionel serrait un peu trop fort la sienne. Le docteur Parmenter se tenait près des rafraîchissements et discutait avec l'inspecteur, Cray de la police locale, qui avait été invité pour des raisons inconnues de la plupart des invités, mais sans surprise pour Miss Marple. L'inspecteur n'était pas homme à s'occuper des affaires purement sociales, à moins d'y être gentiment contraint ou intéressé professionnellement. Le murmure de la conversation, le crépitement de la pelouse sous les pieds et les douces notes du quatuor à cordes engagées furent tous interrompus lorsqu'un cri aigu soudain et totalement antisocial transperça le jardin. Cela venait de l'aile est de la maison, et en quelques secondes, le bourdonnement des bavardages polis s'était transformé en un silence stupéfait. Cécilie lâcha la main de Lionel. La tasse de thé de Madame d'Aracotte a glissé et s'est brisée sur les dalles. Miss Marple rangea tranquillement son tricot dans son sac et se leva, se dirigeant déjà vers la maison à un rythme régulier qui ne suggérait aucune urgence, seulement une fatalité. L'agitation s'est concentrée dans la salle du matin. Les qu'invités attendaient avec incertitude sur le seuil jusqu'à ce que l'inspecteur Cray prenne les choses en main, élevant la voix avec une calme autorité. Personne ne doit entrer dans cette pièce. Veuillez rester dehors jusqu'à ce que nous ayons évalué la situation. Mais Miss Marple, s'étant déjà glissée dans un couloir latéral, trouva un itinéraire différent.
Par une porte discrète, elle arriva juste à temps pour voir le docteur Parmenter agenouillé devant une forme immobile sur le tapis. Son stéthoscope avait déjà été sorti de sa poche. « Oh mon Dieu !» murmura-t-il gravement. « Elle est morte. » Miss Marple s'avança juste assez pour avoir un aperçu de la scène. Le corps était celui de Miss Yvonne Winter, une récente invitée à la maison d'Aracott et une femme considérée à la fois avec curiosité et prudence par les villageois. Elle était arrivée de Londres 3 semaines auparavant, affirmant s'intéresser à la sérénité de la campagne, tout en laissant entendre plutôt indiscrètement qu'elle avait déjà joué au théâtre du West End. Son accent, son style et ses manières générales suggéraient le scandale, ou pire, la prétention. Maintenant, elle restait anormalement immobile, son bras jeté sur le côté et une tasse de thé en porcelaine, curieusement intacte, posée près de sa main. Une légère odeur nauséabonde persistait dans l'air. « Elle venait de prendre son thé », a déclaré l'inspecteur Cray, notant le biscuit intact à côté de la tasse. La servante a dit qu'elle avait demandé à être seule ici avant les discours. Personne d'autre n'est venu à leur connaissance. « Sauf par les portes du jardin », murmura Miss Marple en regardant les portes-fenêtres légèrement entr'ouvertes. Cray se tourna, visiblement surpris de la voir. « Mademoiselle Marple, je pensais avoir demandé aux invités de rester dehors. »« Bien sûr que vous l'avez fait, inspecteur, » répondit-elle gentiment. « Mais je n'ai jamais trouvé la vérité particulièrement polie, et j'ai peur que quelque chose de très impoli vient de se produire. » Il soupira. « Vous avez déjà remarqué quelque chose, n'est-ce pas ?» Elle pencha la tête pensivement. Seulement que Miss Winter n'était pas aimée. Et la broche qu'elle portait hier, un chien en porcelaine, plutôt laid si je puis dire, n'était pas avec elle aujourd'hui, c'est curieux ça. Cray haussa un sourcil. « Tu penses que quelqu'un l'a pris ?»« Je pense, dit doucement Miss Marple, que la porcelaine se brise rarement d'elle-même, et parfois les gens le font. » Derrière eux, le murmure des villageois recommença. Madame Ellison spéculait déjà à haute voix sur le poison, et Madame d'Aracott s'était effondrée sur une chaise, s'éventant et marmonnant. « Pas encore, pas dans cette maison. » Miss Marple se retourna vers le jardin, laissant l'inspecteur à ses fonctions. Ses yeux s'attardaient sur les haies bien entretenues, le quatuor à cordes désormais silencieux, les fragments de potins accrochés à l'air comme des pétales après une tempête. Elle ne dirait rien pour l'instant. Mais dans les coins son esprit de petits détails commençait à se tricoter, doux comme de la laine, pointu comme des aiguilles. Et quelque part, gravé dans la mémoire comme la plus belle porcelaine, se trouvait un indice attendant d'être compris. La nouvelle se répandit à Saint-Anselme plus vite qu'un frisson dans un salon sous-chauffé. Au moment où le dernier invité fut poliment mais fermement conduit hors du jardin d'Aracott, chaque coin du village, chaque salon de thé, chaque file d'attente chez l'épicier, chaque conversation autour des haies bourdonnait de spéculation. Un décès lors d'une garden party n'était pas seulement scandaleux, c'était palpitant. Le fait que cela se soit produit dans la salle du matin de Tilling Green, l'une des maisons les plus anciennes et les plus respectables du village, n'a fait qu'élever l'affaire au rang de quelque chose de presque mythique. Ajoutez à cela la figure exotique de Miss Yvonne Winter, une femme dont le passé théâtral et la morale ambiguë avaient déjà fait sourciller plus que les sermons latins du recteur, et le village avait tout ce qu'il fallait pour un véritable festin de conjectures. Au cœur de tout cela se trouvait Miss Jane Marple, sirotant tranquillement son thé de l'après-midi au Bayberry Cottage, sa petite maison nichée au bord de la rue principale. Sa gouvernante, Miss Witherby, venait de rentrer de chez l'épicier, essoufflée et frémissante avec le genre d'urgence réservé aux scandales les plus juteux. « Ils disent que c'était de l'arsenic », haleta Miss Witherby en tâtonnant avec ses gants. « D'une bouteille dans l'armoire à pharmacie des d'Aracott, et que Madame d'Aracott a trouvé une lettre, à moitié brûlée, elle était dans la cheminée. Quelque chose de romantique, d'un homme. » Eh bien, Miss Marple hocha la tête pensivement.
son expression toujours aussi douce. « Et qui, justement, dit tout cela ?» Miss Witherby cligna des yeux. « Eh bien, Madame Pettigrew l'a dit à Madame Manning, qui dit l'avoir entendu de la femme du boucher, même si elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait entendu du jeune Alfie. Le livreur de journaux. Je vois. » Miss Marple ajouta une touche de miel à son thé et remua, sa cuillère tintant à peine le fin bord de porcelaine. Et pourtant, personne ne semble s'être demandé comment une femme pouvait ingérer de l'arsenic, provenant d'une tasse de thé qui reste entièrement intacte. La bouche de Miss Witherby s'ouvrit légèrement, puis se referma. En vérité, l'inspecteur Cray n'avait encore divulgué aucune information, et certainement rien d'aussi concret que la cause du décès. Le médecin avait seulement confirmé que le décès de mademoiselle Winter était soudain et n'était pas dû à une cause naturelle facilement observable. Les rapports toxicologiques étaient en cours d'acheminement du cabinet médical du comté, mais les résultats prendraient des jours. Cela n'a cependant jamais empêché un village de tirer des conclusions bien avant l'épreuve. Au bureau de poste du village, Madame Emmeline Pettigrew, maîtresse de poste et gardienne de la plupart des secrets locaux, tenait la cour avec un petit public composé de ses clients les plus fidèles. « Je dis toi, n'est-ce pas ?» dit-elle en baissant la voix juste assez pour créer du suspense. Il y avait toujours quelque chose qui clochait chez elle, ses gants de soie et la façon dont elle regardait le vicaire, pratiquement un péché. « Elle n'avait pas sa place ici », marmonna Madame Larche qui travaillait à temps partiel à la pharmacie. On pouvait sentir Londres sur elle. Et cet accent, a sonné M. Treadwell, le réparateur d'horloges. Cela change toujours selon à qui elle s'adressait. Je dis que tout cela n'était qu'une comédie, comme quelque chose tiré de ces histoires mystérieuses bon marché que lit ma nièce. Le véritable mystère, cependant, est bien plus profond qu'un accent mal utilisé ou un gant égaré. Miss Marple, pour sa part, se promena tranquillement jusqu'au cimetière ce soir-là. Ce n'était pas seulement pour la paix, même si les sentiers semés de lierre et les frênes bruissants en offraient en abondance. Au contraire, elle avait toujours cru que les lieux détenaient de la mémoire, des résidus d'émotion, peut-être, ou simplement des traces d'intention. Et le domaine d'Aracote, situé juste au-delà du mur et du cimetière, était depuis des années un lieu imprégné de retenue, de tradition et d'autres choses, quelque chose de non-dit. 2. Son point d'observation près du cadran solaire moussu, elle pouvait voir le léger contour des fenêtres de la salle du matin. Une seule lampe brillait derrière les rideaux de gaz, probablement là où l'inspecteur Cray poursuivait ses entretiens. Les d'Aracote, bien entendu, étaient dans un état de bouleversement. Madame d'Aracote, toujours digne, s'était couchée avec ce que le médecin appelait des nerfs. Lionel était resté à la maison répondant aux questions avec des phrases serrées et économiques. Cecily Parmenter avait été vue partir cet après-midi-là, le visage pâle et illisible, la broche en porcelaine en forme de lys étant notamment absente. De retour au village principal, au presbytère, la jeune Emily Reeves était assise sur le mur du jardin, son carnet de croquis oublié sur ses genoux. Elle regarda les ombres s'étendre sur la pelouse et repensa au cri qu'elle avait entendu quelques heures plus tôt. Personne ne lui avait encore demandé si elle avait vu quelque chose depuis son perchoir habituel près des haies. Elle se demandait si elle devait dire quelque chose. À l'intérieur du presbytère, le révérend Reeves était au téléphone avec l'inspecteur Cray. « Non, elle ne faisait pas partie de notre congrégation habituelle, j'en ai peur, » dit-il en se frottant les tempes. « Elle est venue une fois, s'est assise à l'arrière. Elle a ensuite été interrogée sur le candélabre en laiton. Question étrange. Elle semblait plus intéressée par sa valeur que par son symbolisme. Il fit une pause, écoutant. « Oui, bien sûr. Si vous avez besoin d'autre chose, vous me trouverez ici. Mais je dois dire, inspecteur, dans un endroit comme Saint-Anselme, quelque chose comme ça persiste. » Les gens commencent à se regarder de côté. Pendant ce temps, Miss Marple, de retour du cimetière, se retrouva visitée par un invité inattendu. Cecily Parmenter se tenait sur le pas de sa porte, les yeux rouges mais posés. « Je suis désolé de vous déranger, »
dit-elle doucement. Je ne savais pas où aller d'autre. Miss Marple la fit entrer sans hésitation, la guidant vers le salon et lui offrant une tasse de lait chaud avec quelques gouttes de cognac, un baume pour l'âme troublée. Je ne sais plus ce qui se passe. Ça, murmura Cécilie en serrant la tasse avec les mains tremblantes. Un moment où nous fêtions la fête et le suivant. Elle s'arrêta, l'image trop nette pour être exprimée. Miss Marple la regardait tranquillement. « Vous aimiez beaucoup Miss Winter, n'est-ce pas ?» Cécile hésita. « Pas amoureuse exactement. Elle était charmante et intelligente, mais aussi calculatrice. Je pense qu'elle savait manipuler les gens. A-t-elle manipulé Lionel ?» Les lèvres de Cécilie se resserrèrent. Ils ont parlé en privé à plusieurs reprises. Je n'y ai pas beaucoup prêté attention. Je lui ai fait confiance. Mais ensuite, elle a commencé à faire des commentaires subtils, sur des choses qu'aucun étranger ne devrait savoir, telles que, à propos de l'héritage de Lionel, à propos du testament du major Darracott, même à propos de quelque chose qui s'est produit il y a des années, avant que je ne le rencontre. Miss Marple remua légèrement. « Je vois. Elle rendait les gens nerveux, » a déclaré Cécilie après une pause. Elle savait des choses, ou faisait semblant de le savoir, et elle aimait ça. Comme un enfant arrachant les ailes d'un papillon. Les deux restèrent assis en silence pendant un moment, l'horloge tournant doucement sur la cheminée. « Mademoiselle Marple, » demanda soudain Cécilie, « pensez-vous que quelqu'un l'a tuée ?»« Exprès ?» Miss Marple eut un léger sourire, triste mais sage. « Ma chère, d'après mon expérience, les gens commettent rarement un meurtre par accident, et jamais s'ils sont vraiment innocents. » Cécilie partit peu de temps après, plus calme mais toujours pâle. Miss Marple retourna à son tricot, même si ses mains bougeaient sans qu'elle y prête toute son attention. Ses pensées étaient déjà tournées vers la porcelaine. Pas seulement la broche ou la tasse de thé, mais une structure bien plus délicate, le fragile tissu social de Saint-Anselme. Des fissures commençaient à apparaître, et quand on observait attentivement, on pouvait commencer à tracer les lignes de faille, gravées pour ainsi dire dans la porcelaine. Le lendemain matin, le ciel était couleur crème froide, et une légère bruine adoucissait les toits du village, comme si la nature elle-même hésitait à parler trop fort après les événements de Tilling Green. Pourtant, Saint-Anselme, toujours lié à ses rythmes, se mettait en mouvement avec précaution. Au centre de la tension croissante se trouvait l'inspecteur Cray, qui avait élu domicile temporairement à la police locale, un modeste bâtiment en briques près de l'école, et avait commencé la difficile tâche consistant à interroger la famille Darracott. C'était un homme compétent, l'inspecteur Cray, même s'il n'était pas enclin à la subtilité. Homme d'ordre d'habitude et de faits mesurables, il croyait aux motivations bruyantes, aux indices évidents et aux suspects qui finissaient par trébucher sur leur propre culpabilité. Un seul décès dans une pièce fermée avec une liste d'invités limités était, à son avis, précisément le genre de cas qui devrait être résolu par une paperasse régulière et un interrogatoire ferme. Miss Marple, bien entendu, avait des opinions différentes. Ce matin-là, elle se promena, plutôt que d'habitude, s'arrêtant devant la gendarmerie avec son parapluie incliné avec désinvolture sur le côté. Par la fenêtre, elle pouvait voir Cray assis derrière son bureau, griffonnant quelque chose dans un cahier tandis qu'un agent harcelé planait à proximité. Sur un banc de la salle d'attente était assise une silhouette qu'elle reconnut immédiatement. Miss Emily Reeves, la nièce du vicaire. Miss Marple fronça légèrement les sourcils. Cela, elle ne s'y attendait pas. Elle tourna les talons et descendit l'allée jusqu'à la boulangerie. Là, sous couvert de sélection de scones, elle a rencontré Madame Lavinia Hartley, dont le mari travaillait comme jardinier à Darracott. « J'espère que tout sera réglé d'ici la fin de la semaine », dit Lavinia secouant la tête comme pour rejeter une farce d'enfant plutôt qu'un décès. Ces choses le sont toujours. Un peu de poison, un peu de romance, quelqu'un a craqué,
N'est-ce pas? Miss Marple eut un petit rire. Vous faites ressembler cela à un épisode de Conte d'Eastbourne. Oh, j'adore celui-là. Lavinia s'éclaira. Mais je ne peux pas supporter toutes ces absurdités maussades. Si quelqu'un est coupable, il devrait simplement dire donc. Oui, dit Miss Marple en rassemblant ses achats, mais les meurtriers rendent rarement les choses aussi faciles. Dehors, elle s'arrêta de nouveau, cette fois devant le green où plusieurs villageois s'étaient rassemblés sous des parapluies, tête baissée, discutant de la tragédie sur un ton prudent. Même les enfants avaient cessé leurs jeux habituels, submergés par les murmures des adultes et le spectacle des allées et venues du connétable. Pendant ce temps, à Tilling Green, la maison d'Aracott était anormalement silencieuse. La cuisine, autrefois très animée, s'était immobilisée, le personnel se déplaçant avec une déférence nerveuse sous l'œil vigilant de Lionel. Il avait assumé le rôle de chef de famille avec une austérité qui semblait aller au-delà du chagrin ou du devoir. Elle frôlait, pensait Miss Marple, le ressentiment. À l'étage, Madame d'Aracott est restée dans sa chambre, prétendant être épuisée et névralgique, bien que le docteur Parmenter ait discrètement dit à l'inspecteur qu'elle était en parfaite forme, même si elle était très agitée. C'est Cécilie qui a ouvert la porte à l'inspecteur Cray lorsqu'il est revenu tard dans la matinée pour demander un entretien formel. « Puis-je vous demander, dit prudemment Cécilie, si vous avez fait des progrès ?» Cray hésita. « Des progrès, oui, mais pas encore de résolution. Il s'est assis dans la même salle du matin où le crime avait eu lieu. La moquette tachée de sang avait été enlevée et les portes-fenêtres étaient désormais fermées et verrouillées, même si aucune empreinte digitale n'avait été retrouvée sur leurs poignets. La tasse à thé en porcelaine, bien sûr, avait déjà été envoyée pour analyse. « J'aimerais parler à Madame d'Aracott sous peu, a-t-il déclaré. « Elle ne va pas bien, répondit Cécilie, puis elle ajouta après une pause, « Mais je peux la chercher ?»« Si c'est urgent, pas encore besoin. » Cray jeta un coup d'œil à la pièce, les yeux plissés. « Répétez-moi, Miss Parmenter, Miss Winter a-t-elle semblé troublée la dernière fois que vous l'avez vue ?» Cécilie bougea légèrement sur sa chaise. « Non, pas troublée. Calme presque, mais... » Elle hésita. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont elle regardait tout le monde, comme si elle jouissait d'une plaisanterie privée. Cray prit note. Et a-t-elle dit quelque chose d'inhabituel? Seulement qu'elle pensait que la garden party était un cadre splendide pour la confession et le châtiment. Je pensais qu'elle faisait du théâtre. Mademoiselle Marple, s'adressant plus tard dans la journée au docteur Parmenter dans son cabinet, a trouvé ce détail troublant. Confession et châtiment, répéta-t-elle en sirotant sa faible camomille. De tels mots ne viennent généralement pas de gens satisfaits, n'est-ce pas? Le docteur soupira. Mademoiselle Winter était difficile à définir. Parfois, elle semblait tout à fait superficielle, et à d'autres perçante et observatrice. Elle m'a demandé un jour, très directement, si je pensais qu'une personne pouvait être poussée au meurtre par la seule humiliation. Miss Marple leva brusquement la tête. L'a-t-elle vraiment fait? Il hocha la tête. Je pensais que c'était une absurdité morbide à l'époque, mais maintenant, à la police, Emily Reeves était interrogée par Cray. Elle était assise le dos droit, les mains croisées sur ses genoux, les yeux écarquillés et clairs. « Vous dessinez souvent près des haies de Daracott, je comprends, » a déclaré Cray. « Avez-vous vu quelqu'un s'approcher de la salle du matin depuis l'allée du jardin pendant la fête ?» Émilie se mordit la lèvre. « J'ai vu quelqu'un, mais je ne pouvais pas voir clairement son visage. Il venait du chemin secondaire, celui qui tourne près de la serre. Quelle heure était-il? Peu de temps après que le quatuor ait arrêté de jouer. Je m'en souviens parce qu'ils ajustaient leur partition et il y a eu un moment de silence. C'est à ce moment-là que j'ai entendu des pas. Et cette personne est-elle entrée dans la salle du matin? Elle hésita. Je ne peux pas en être sûr. Ils ont disparu au coin de la rue. Cray se pencha en avant. Est-ce que ça aurait pu être Monsieur Daracott? Émilie cligna des yeux.
Il est grand. Cette personne semblait plus petite, ou peut-être qu'elle était accroupie. Je ne sais pas. Craig griffonna quelque chose, puis la renvoya doucement. Merci, ce sera tout pour l'instant. La mention de la serre a réveillé un souvenir chez Miss Marple ce soir-là, alors qu'elle était assise tranquillement dans son salon, relisant une vieille entrée de journal datant de l'année où la serre d'Aracot avait été reconstruite. Il y avait eu un différend, se souvient-elle, au sujet des limites de propriété. Quelque chose à voir avec le jardin du presbytère adjacent et un cadran solaire ornemental qui avait disparu pendant un certain temps. Miss Marple posa le journal et regarda au loin. Porcelaine ornementale. N'y avait-il pas un problème avec une figurine de chien cassé? Le vicaire l'avait mentionné en passant il y a des années. C'était toujours les plus petites choses. Une porcelaine légèrement ébréchée, une boucle d'oreille tordue vers l'intérieur, un sourire tenu trop longtemps, qui révélait les failles du comportement humain. Et puis, comme un fil trop tendu, quelque chose se brisa dans son esprit. Il ne s'agissait pas du poison. Ou même la tasse de thé. C'était à propos de ce que Miss Winter savait, ou ce qu'elle revendiquait savoir. Et quelqu'un, pensa Miss Marple en allumant sa bougie de chevet, s'était assuré de ne jamais le dire. Mais les secrets étaient des choses difficiles. Ils ont craqué sous la pression. Et comme la porcelaine, fine une fois brisée, elle ne pourrait jamais être entièrement réparée. À la fin de la semaine, l'inspecteur Cray avait un suspect. Il en avait en fait plus d'un, mais un seul nom figurait dans son rapport au bureau du comté, souligné 2 fois et marqué d'une question. Cécile Parmenter. Elle était, en apparence, une suspecte idéale au sens classique du terme. Elle avait un motif. Une sorte de tension possessive avait été observée entre elle et Miss Winter. Elle en avait l'occasion. Elle était entrée dans la maison quelques instants avant le meurtre, apparemment pour chercher un châle. Et plus accablante encore, elle avait été inhabituellement calme dans les heures qui ont suivi la mort. Miss Marple trouva cette dernière observation légèrement ridicule. On s'attend à ce que les femmes pleurent quand une tragédie survient. A-t-elle fait remarquer autour d'une tasse de Darjeeling faible partagée avec M. Clément, le vicaire. Mais s'ils ne le font pas, s'ils restent assis tranquillement et gardent leurs pensées pour eux, on les traite de froid. C'est un curieux double standard. Le vicaire, qui avait depuis longtemps cessé d'essayer de contrer les observations de Miss Marple par la théologie ou la logique, hocha la tête d'un air pensif. L'inspecteur semble plutôt figé. « Oh oui », dit-elle doucement, comme un vieux chat sur un carrelage chaud, bien déterminé à rester au même endroit à moins d'être chassé. L'inspecteur Cray n'était pas vraiment content lorsque Miss Marple réapparut au poste ce vendredi après-midi. Elle a apporté un petit paquet de biscuits aux amandes et un cahier contenant diverses pensées griffonnées, dont la plupart, selon elle, étaient probablement absurdes mais peut-être utiles. Il la remercia avec la courtoisie lasse qu'on fait à une tante aimée mais indiscrète. « Je dois suivre la procédure, Miss Marple, » dit-il. « On ne peut pas se fier à l'intuition dans un cas comme celui-ci. »« Bien sûr que non, » dit-elle placidement, « bien que l'intuition ne soit en réalité qu'une reconnaissance de forme, une vie passée à observer comment les gens se comportent, et plus important encore, comment ils essayaient pour dissimuler ce qu'ils ressentent réellement. » Cray posa sa tasse de thé en soupirant. Mademoiselle Parmenter répond aux critères. Nous avons confirmé qu'il y avait eu un désaccord entre elle et Miss Winter la veille de la fête. J'imagine que beaucoup de femmes n'étaient pas d'accord avec Miss Winter, répondit Miss Marple. Elle était précisément le genre de personne qui aimait déséquilibrer les autres. Quoi qu'il en soit, tu as déclaré Cray. Nous avons également découvert que le père de Miss Parmenter, le regretté Dr Parmenter Senior, a traité Miss Winter en privé il y a quelques années. Il n'y a aucun document officiel, mais nous avons trouvé une lettre dans ses archives. Elle utilisait un nom différent à l'époque, Yvonne Merton. C'est potentiellement significatif. Miss Marple cligna des yeux mais ne dit rien, continua Cray.
Il est possible qu'elle soit venue ici délibérément, qu'elle savait qui était Lionel et qui était Cécilie. Elle avait peut-être une sorte de griffe, ou peut-être qu'elle avait l'intention de faire chanter quelqu'un. Ou, dit Miss Marple, elle a peut-être simplement aimé être dangereuse. Certaines personnes aiment, vous savez, l'idée que Cécilie pourrait être coupable a commencé à se répandre dans le village. Pas ouvertement. Personne ne voulait être impoli, mais à voix basse derrière les barrières et les comptoirs des magasins. Elle n'avait jamais vraiment chaud, marmonna Madame Emmeline Pettigrew au bureau de poste. Un peu coupé, un peu supérieur. Ce sont toujours ceux qui ont l'air de n'avoir jamais rien fait de mal, a déclaré sagement Madame Ellison. Les jolies, elles embouteillent tout. Le jeune, Alfie, le livreur de journaux, livrait des exemplaires du Télégraphe quotidien, avec une solennité croissante après avoir entendu quelqu'un dire que les empoisonneurs étaient souvent des types discrets. Il a commencé à regarder sa propre sœur avec méfiance lorsqu'elle a refusé de partager un biscuit. À Tilling Green, Lionel Darracott restait pâle et renfermé, ne faisant que les apparitions les plus nécessaires. Lorsque l'inspecteur lui a demandé directement s'il croyait Cécilie capable de tuer, il a répondu lentement et à contre-cœur « Non ». Mais les gens vous surprennent, n'est-ce pas? Miss Marple pensait que sa réponse était révélatrice, non pas à cause des mots, mais à cause de la façon dont il évitait de regarder Cray pendant qu'il les prononçait. Le même après-midi, Miss Marple rendit visite à la maison d'Arracott, sous prétexte de livrer un mouchoir qu'elle avait trouvé lors de la garden party. Un mouchoir plutôt élégant, avec des bordures en dentelle. Cécilie a ouvert la porte, et Miss Marple a été invitée à prendre le thé. L'atmosphère dans le salon était tendue, mais polie. « J'ai entendu dire que je faisais l'objet d'une enquête », a déclaré Cécilie après une longue pause. Sa voix était calme, mais le léger tremblement dans sa main trahissait l'effort que cela lui coûtait. « Il ne s'agit pas tant de culpabilité que de processus », dit gentiment Miss Marple. « Vous êtes à un point de concentration, disons. Mais je trouve que cette concentration peut souvent obscurcir ce qui l'entoure. Je ne l'ai pas tué, Miss Marple. » Miss Marple n'a pas répondu immédiatement. Elle ajusta l'angle de sa tasse de thé. « Dis-moi, » dit-elle doucement, « comment était ton père ?» Cécilie parut surprise. Il était sévère, réservé. Il croyait aux convenances et à l'honneur. A-t-il déjà parlé d'une patiente nommée Yvonne Merton? La bouche de Cécilie se serra. Non. Mais je savais qu'il avait un patient portant ce nom. Je l'ai entendu une fois il y a des années. Ils se sont disputés. Disputés? Oui. Elle est venue à la maison tard dans la soirée alors que j'étais encore à l'école. Il a haussé la voix, ce qu'il a dit. Jamais a fait. Je pense qu'elle voulait de l'argent. Chantage? Je ne sais pas. Il n'en a jamais parlé. Elle a disparu et je ne l'ai jamais revue jusqu'à maintenant. Miss Marple hocha la tête pensivement. « Et vous ne l'avez pas dit à l'inspecteur Cray ?» Je ne pensais pas que c'était pertinent, et je savais à quoi cela ressemblerait. « En effet, » murmura Miss Marple, « ça a l'air très mauvais, et c'est précisément pourquoi je pense que ça pourrait être tout autre chose. » Plus tard dans la soirée, Miss Marple était assise dans son salon, tricotant intacte sur ses genoux. Son esprit vagabondait, passant au crible les détails comme les fils d'un panier. Tout le monde avait une histoire sur Miss Winter. Tout le monde avait une version d'elle. Manipulatrice, éblouissante, cruelle, intelligente. Mais qu'avait-elle vraiment que tu fais à Saint-Anselme? Était-ce une vengeance? Était-ce de l'extorsion? Ou était-ce peut-être quelque chose d'encore plus simple? Elle se leva et alla chercher l'enveloppe qu'elle avait récupérée plus tôt dans les archives de l'église, une liste des dons faits lors de la dernière fête. Le voilà à nouveau. Anonyme, 25 Earth, vers la réparation d'un cadran solaire cassé. Cadran solaire en porcelaine, réparé quelques mois seulement avant l'arrivée de Miss Winter. Elle se dirigea vers son bureau et récupéra un petit mot que lui avait laissé le révérend Reeves la semaine précédente.
Il mentionnait à nouveau le cadran solaire et une ligne particulière. C'est curieux de voir comment quelque chose de vieux peut devenir une cachette pour quelque chose de plus récent encore. Miss Marple inspira lentement. Se pourrait-il que Miss Winter ne soit pas venue pour personne, mais pour quelque chose? Que tout ce qu'elle voulait était caché peut-être il y a longtemps, et elle utilisait ses connaissances pour s'en rapprocher? C'était juste une théorie, mais c'était la première qui n'impliquait ni jalousie ni rage, et cela, d'après l'expérience de Miss Marple, a permis plus probablement, pas moins. Pourtant, le village s'accrocherait à son suspect, son petit bouc émissaire, jusqu'à ce que quelque chose les oblige à chercher ailleurs, et quelqu'un, quelque part, devait être très désireux de les en empêcher. La pluie revint le lendemain matin, une sorte de bruine constante, et, murmurante qui brouillait les contours des chaumières, et pendait comme un voile sur les haies de Saint-Anselme. La cloche de l'église sonna tard, étouffée par la brume, et le village avançait un peu plus lentement, comme alourdi non seulement par le temps humide, mais par le brouillard d'incertitude qui planait encore sur Tilling Green. À l'intérieur de Bayberry Cottage, Miss Marple se tenait près de la fenêtre de son salon, scrutant la brume argentée. Son tricot gisait intact sur le fauteuil. Pour une fois, elle ne pensait pas aux mailles perdues ou aux nouveaux motifs de fil. Son esprit était entièrement tourné vers Miss Yvonne Winter, et le sentiment étrange que le crime commis concernait moins OMS l'avait fait, et plus sur pourquoi la victime était ici en premier lieu. Les théories s'étaient accumulées, comme des feuilles dans le cimetière. Le village en bourdonnait, chacun chuchotant avec plus d'assurance que le précédent. Certains disaient que Miss Winter avait été autrefois l'amante de Lionel. D'autres ont insisté sur le fait qu'elle avait été mariée en secret ou impliquée dans un procès scandaleux. Une âme particulièrement imaginative a affirmé qu'elle n'était pas du tout Miss Winter, mais une imposteuse échappant aux poursuites en France. Miss Marple avait tout écouté, hochant poliment la tête, mais prenant note de ce qui n'était pas dit. Elle avait besoin de quelque chose de tangible, quelque chose de calme peut-être, négligé. Et puis elle se souvint du chien en porcelaine brisé. Cela avait été évoqué dans une lettre il y a des années, une lettre de la défunte épouse du révérend, qui avait écrit souvent et affectueusement sur ses petits bibelots, notamment une paire d'épagnols du Staffordshire qui ornaient autrefois la cheminée du presbytère. L'un d'eux, avait-elle déploré, avait été renversé lors d'un thé de charité et n'avait jamais été complètement réparé. Elle avait écrit « Ce n'est pas le chien qui m'a manqué, mais le creux à l'intérieur. » C'est drôle comme même les ornements peuvent sembler garder des secrets. Miss Marple a appelé sa gouvernante. « Miss Witherby, auriez-vous la gentillesse de me chercher les registres de charité de la paroisse dans le placard du hall, ceux d'il y a 4 ans. » Miss Witherby cligna des yeux. « Les registres de charité, madame ? » ?»« Oui, ceux qu'on me demande de vérifier les erreurs avant la fête dans le jardin. Le livret marron avec le dos en velours. » 10 minutes plus tard, le livre était sur ses genoux, sa couverture décolorée parsemée d'une légère odeur de lavande et de vieillissement. Miss Marple feuilletait soigneusement les pages soigneusement lignées, son doigt s'arrêtant de temps en temps sur les noms et les sommes. Puis, elle l'a trouvé. Un don fait au fonds de restauration de l'église par un E.I., Merton. Anonyme à l'époque, les initiales lui paraissent désormais indubitables. Il avait été inscrit au cours de l'année de réparation du cadran solaire en porcelaine. Miss Marple fronça les sourcils. Les gens ne faisaient généralement pas de dons sous des pseudonymes, à moins qu'ils ne veuillent être généreux sans étant connus, ou à moins qu'ils ne veuillent laisser un fil d'Ariane, un rappel qu'eux seuls pouvaient suivre. Elle tourna la page et remarqua autre chose. Une somme correspondante avait été retirée de la petite caisse quelques semaines plus tard. La raison indiquée, livraison de réparation ornementale. Et dans la marge de l'écriture soignée et en boucle du révérend Reeves se trouvait une note « Broche Lily ébréchée lors de la manipulation. Le propriétaire ne sait pas... Plainte
Miss Marple ferma lentement le livre, une broche en forme de lys, comme celle que Cecily Parmenter avait portée le jour de la fête, et ébréchée. Elle se souvenait que Cecily ne le portait pas lorsqu'elle lui rendait visite ce soir-là. « Je n'en ai rien dit non plus. L'avait-elle endommagé? Vous l'avez égaré? Ou avait-il été pris? Il y avait un lien. Elle en était désormais certaine. Entre la broche en porcelaine, la tasse à thé en porcelaine, le cadran solaire en porcelaine, et peut-être même le chien en porcelaine. Ce n'était ni un symbolisme, ni une coïncidence. C'était un modèle. Elle enfila son imperméable et sortit dans la brume matinale. Tilling Green était silencieuse à son arrivée. Les portes étaient ouvertes, et l'allée de gravier brillait sous les pieds. Cécile répondit à nouveau à la porte, toujours pâle, les lèvres un peu plus serrées que la veille. « J'espère que je ne dérange pas, » dit doucement Miss Marple. « Non, pas du tout. Je me posais des questions, » dit-elle, après qu'ils se soient assis autour du thé. « À propos de ta broche, le lys, j'ai remarqué que tu ne la portais pas quand tu es venu me voir. » Cécile hésita. « Il était endommagé. Je ne l'ai pas retrouvé depuis ce jour. Je pense qu'il s'est peut-être détaché dans le jardin. Le fermoir était faible. Et la dernière fois que tu l'as vu, » Cécile détourna le regard. « Juste avant le début de la fête. Je l'ai porté parce que Lionel me l'a offert. » Miss Marple sirota son thé. « Tu ne l'as peut-être pas déposé dans la salle du matin, peut-être? » « Non. » Une pause. « Je n'y suis jamais entrée. » Miss Marple attendit, laissant le silence planer jusqu'à ce que Cécily s'agite. « J'allais chercher un châle, » dit lentement. « Cécily, depuis le salon de devant. Mais ensuite, j'ai vu Lionel parler à Yvonne par la fenêtre et je me suis retournée et je suis revenue dehors. L'avez-vous dit à l'inspecteur? Non. Pourquoi pas? Les yeux de Cécily s'assombrirent. Parce qu'il pense déjà que je suis coupable. Je pensais que, si je lui disais que je les ai vus ensemble, il penserait que j'ai plus de raison de la détester. Le regard de Miss Marple resta fixe. Et vous l'avez fait? La déteste? Un sourire amer. Pas comme il le pense. Je l'ai eu pitié. 7. Après-midi-là, Miss Marple est allée rendre visite au révérend Reeves. Le curé l'a reçu dans son bureau, où des grains de poussière flottaient paresseusement dans la lumière tombant par la fenêtre. Sur la cheminée se tenait le chien de porcelaine survivant, ses yeux brillants fixés éternellement devant lui. « Révérend, dit-elle, vous souvenez-vous du moment où la figurine d'Épagneul de votre femme a été cassée ?» Il sourit affectueusement. « Pauvre Agatha, elle adorait ses bibelots. Oui, pendant l'un des thés du jardin, je crois. Elle est tombée de la cheminée et s'est terriblement fissurée. La base était creuse, maintenue avec de la colle, si je me souviens bien. Tu te souviens de ce qu'est devenu l'autre? » Il rit. « Toujours là, me regardant comme un fantôme. Le couple ne s'est jamais senti bien séparé. Pensez-vous, dit-elle, doucement, que quelque chose aurait pu être caché à l'intérieur de celui cassé? Le révérend Reeves cligna des yeux. À l'intérieur. Vous pensez que cela servait à cacher quelque chose? Miss Marple hocha la tête. Je crois que Miss Winter, Yvonne Merton, cherchait quelque chose. Peut-être quelque chose qu'elle ou quelqu'un d'autre avait caché ici. Un document, une lettre, ou même un bijou. Et elle pensait qu'il se trouvait peut-être encore à l'intérieur du presbytère? Non, dit doucement Miss Marple. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'il avait été déplacé, réparé. Peut-être qu'elle a appris qu'il avait été donné à la vente de l'église et acheté par quelqu'un d'autre, et elle l'a retracé, non pas jusqu'à un endroit, mais jusqu'à un endroit. Personne. Une personne qui possède maintenant. Miss Marple se leva. La réponse, révérend, ne réside pas dans la salle du matin. Elle réside dans ce que Miss Winter était prête à risquer en revenant ici pour se rétablir. Elle quitta le vicaire dans une réflexion tranquille et repartit à travers le brouillard, ses pas mesurés, son esprit s'emballant. Quelque part, la porcelaine s'était fissurée, et à l'intérieur il y avait quelque chose pour lequel quelqu'un pouvait tuer.
Le lendemain matin, le brouillard s'était dissipé, brûlé par un soleil pâle qui donnait au paysage une luminosité fantomatique. La rosée s'accrochait toujours à chaque feuille et brin d'herbe de Saint-Anselme, et les rues, bien que paisibles, semblaient porter une étrange tension, comme une respiration retenue en prévision de ce qui pourrait arriver ensuite. Miss Marple, se levant tôt et renonçant à sa lecture habituelle au petit déjeuner, se déplaça avec détermination vers Bayberry Cottage. Ses pensées n'étaient plus de vaines réflexions, mais une forme qui se formait lentement. Il y avait une structure dans ce puzzle, tout comme il y avait une structure dans chacun de ces modèles de tricot, peu importe à quel point ils semblaient enchevêtrés lors de la réalisation. Quelqu'un avait tué Miss Yvonne Winter, non pas de manière impulsive, ni par rage ou jalousie, mais par calcul. Elle était maintenant plus convaincue que jamais que le crime avait à voir avec quelque chose de caché. Quelque chose de caché. À l'intérieur, le village est pourtant enterré depuis longtemps. Ses courses du matin étaient délibérées. D'abord, elle s'est arrêtée chez l'épicier pour acheter une demi-livre de beurre frais, puis chez la papeterie pour du nouveau papier à lettres, même si elle n'en avait pas besoin. Finalement, elle tourna tranquillement dans Church Lane et s'arrêta devant la maison Parmenter, où Cécilie s'occupait d'une rangée de chrysanthèmes gelés. Cécilie se redressa, passant ses mains sur son tablier. Ses yeux étaient rouges, mais son expression était ferme. « Vous êtes en avance, Miss Marple. Je trouve souvent la matinée plus honnête que l'après-midi, » a déclaré Miss Marple. La lumière montre des choses que le crépuscule a tendance à pardonner. Cécilie ne dit rien, se contenta de s'écarter et de désigner le petit banc sous le treillis. Ils étaient assis ensemble sous les restes enchevêtrés de roses d'été. « J'ai réfléchi, » dit doucement Cécilie, « à ce que tu as demandé hier, à propos de ma broche, à propos d'Yvonne. » Miss Marple attendit. « Je pense, » dit enfin Cécilie, « qu'elle était là pour punir quelqu'un, ou pour le menacer. Pas moi, même si elle m'a certainement mis mal à l'aise, mais quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui devait quelque chose. »« Et tu penses qu'elle a réussi ?» demanda gentiment Miss Marple. « Je ne sais pas, » répondit Cécilie. Elle avait une façon de tourner autour des gens, comme un vautour. Elle regardait, attendait. C'était horrible. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. « Quand Lionel t'a-t-il offert la broche ?» Les yeux de Cécilie clignotèrent. « Il à 6 mois, pour mon anniversaire. Il a dit une fois que c'était celui de sa mère, mais elle n'a jamais aimé ça. L'avez-vous déjà fait évaluer ? Non. Pourquoi ? Je soupçonne, dit doucement Miss Marple, qu'il vaut peut-être plus que vous ne le pensez. Pas pour son apparence, mais pour ce qu'il y a à l'intérieur. » Cécile cligna des yeux. « À l'intérieur. » Mais Miss Marple se contenta de lui caresser la main et de se lever. « As-tu toujours la broche ? » ?»« Non. Comme je vous l'ai dit, c'est perdu. » Miss Marple la regarda doucement. « Toutes les choses ne sont pas perdues, là où nous pensons qu'elles sont. Parfois, elles trouvent simplement de nouvelles cachettes. » Et sur cette remarque énigmatique, elle laissa Cécilie dans le jardin et se dirigea vers Tilling Green. Lionel d'Aracotte s'était retiré dans la bibliothèque ce matin-là, une carafe de sherry à moitié vide à côté de lui. L'homme, autrefois, fier, semblait maintenant tiré, comme si la maison elle-même se nourrissait de son incertitude. Sa mère restait invisible, prétendant être indisposée, tandis que les domestiques se déplaçaient à voix basse, ne parlant que lorsqu'on leur parlait. Lorsque Miss Marple fut annoncée, Lionel poussa un soupir las. « Si vous êtes ici pour poser plus de questions, je préférerais que vous ne le fassiez pas. »« Alors je me contenterai d'observer, » dit Miss Marple avec un sourire, même si l'observation a tendance à être plus révélatrice que l'interrogatoire. Lionel eut un petit rire creux. « Croyez-vous que Cécilie l'a fait ? Je ne crois pas qu'elle l'ait fait. Moi non plus. Mais je ne suis pas sûr de la croire, je ne pouvais pas. » Il y eut un long silence. « Je l'aimais, » dit-il enfin. « C'est toujours le cas, je pense. Mais aimer ne signifie pas comprendre quelqu'un. Et dernièrement, je me demande si je l'ai déjà fait. » Miss Marple pencha la tête. «
Dis-moi, Lionel, connaissais-tu Yvonne avant qu'elle vienne ici? Lionel hésita légèrement. Non, pas sous ce nom, mais peut-être par un autre. Il croisa son regard. Elle est venue ici une fois, il y a des années, brièvement. Mon père l'a invitée. Il a dit qu'elle était l'amie d'un collègue. Elle est restée 2 nuits puis a disparu. J'étais jeune à l'époque, je n'y pensais pas beaucoup. Et ton père lui a donné quelque chose? Lionel parut surpris. Non, pourquoi? Parce que je crois qu'elle a laissé quelque chose derrière elle, et je crois qu'elle est revenue pour le récupérer. Lionel se pencha en avant. Quel genre de chose? Un document. Peut-être un testament original, ou une lettre, quelque chose qui lui a donné un effet de levier. Il pâlit. Vous pensez qu'elle nous faisait chanter? Miss Marple sourit faiblement. Disons simplement que je pense qu'elle n'était pas là, pour la compagnie ou l'air de la campagne. Elle s'est levée. Si vous trouvez la broche de Cécilie, apportez-la-moi. Et si vous ne la trouvez pas, demandez-vous qui risquait le plus de perdre dans les souvenirs de Miss Winter. Cet après-midi-là, Miss Marple marcha de nouveau lentement devant le presbytère et s'arrêta devant la porte du presbytère. Émilie Rive était assise sur le muret de pierre, un carnet de croquis sur les genoux. « Vous dessinez magnifiquement », a déclaré Miss Marple. Émilie leva les yeux et sourit. « Merci, c'est comme ça que je donne un sens aux choses. » Miss Marple hocha la tête. « Vous avez vu quelqu'un près de la serre le jour de la fête. Vous souvenez-vous d'autre chose ?» Émilie hésita. « J'ai essayé de ne pas le faire. Mais oui. Je pense avoir vu quelque chose de brillant tomber, juste pendant 1 seconde. Quelque chose de petit et de léger. Il a roulé dans l'herbe. Une broche? Je pense que oui. Et tu es allé le chercher? » Émilie secoua la tête. « Non, j'avais peur. » L'instant d'après, j'ai entendu le cri. Les yeux de Miss Marple s'adoucirent. « Le courage est une chose tranquille, ma chère, souvent confondue avec le silence. » Elle baissa les yeux sur le carnet de croquis. Elle représentait la serre et l'allée du jardin, mais aussi une silhouette près du coin, accroupie, la main tendue. « Puis-je emprunter ça ?» a demandé Miss Marple. Émilie hocha la tête. Ce soir-là, Miss Marple retourna à Bayberry Cottage et disposa le croquis à côté de son cahier. Elle avait presque tous les fils maintenant. La question était de savoir si elle oserait les tirer. Le tueur n'avait pas agi par colère ou par peur. Ils avaient agi pour protéger quelque chose ou quelqu'un, probablement un héritage, peut-être un secret, mais certainement quelque chose qu'ils pensaient qu'Yvonne Winter avait menacé de révéler. Ce quelque chose, Miss Marple le soupçonnait. Maintenant, ne résidait pas seulement dans la mémoire mais dans la documentation. La broche ébréchée et creuse aurait pu porter une lettre roulée, un acte, voire un aveu. Le cadran solaire lui aussi était autrefois creux, et quelque chose en avait été retiré lors des réparations. Le tueur n'avait pas eu besoin de le voler de façon dramatique. Ils avaient simplement attendu. Et quand Miss Winter était trop près de tout révéler, ils ont frappé. Et maintenant Miss Marple n'avait plus qu'à découvrir qui vraiment risquait de tout perdre si cet indice en porcelaine voyait le jour. Le lendemain de la visite de Miss Marple au presbytère, on frappa de façon inattendue à sa porte. Le facteur, le jeune Harry de Moor Lane, se tenait penaud sur son perron tenant un petit paquet de papier brun et de ficelles. « J'ai trouvé ça dans la haie derrière le presbytère », expliqua-t-il en se grattant la nuque. « J'ai pensé que cela pourrait être le vôtre, ou celui de quelqu'un. » Miss Marple prit le colis avec des mains délicates, notant sa légèreté. Il avait été grossièrement enveloppé, comme à la hâte, et attaché avec un morceau de ficelle de jardin effiloché. Elle le remercia, lui offrit un biscuit sablé en retour, ce qu'Harry accepta avec un plaisir enfantin, et ferma la porte. Elle s'assit à son bureau, les doigts stables tandis qu'elle déballait le paquet. À l'intérieur se trouvait la broche en forme de lys en porcelaine ébréchée. C'était indubitable, le même émail vert pâle, la même courbe de pétales aux extrémités légèrement dorées.
Mais le dos était maintenant clairement endommagé, de fines fractures autour de la base de l'épingle, et un petit panneau au revers avait été arraché. Miss Marple sortit sa loupe et l'examina attentivement. L'ouverture n'était pas plus large qu'un sou, mais à l'intérieur, si serré que les bords étaient gondolés avec le temps, se trouvait un minuscule rouleau de papier. Elle prit une profonde inspiration et taquina doucement le papier roulé, avec une fine aiguille à tricoter. L'écriture à l'intérieur était pâle mais lisible, écrite d'une main raide et masculine. À qui de droit? Ceci est la deuxième et véritable copie de mon testament. Le contenu du premier est nul. Le porteur de ce testament sait pourquoi. S.D. Miss Marple regarda la signature S.D. Sébastien Darracott. Commandant Darracott. Il semblait donc que ces rumeurs n'étaient pas de simples ragots de village. Là était un autre testament, et cette broche contenait sa clé. Mais le document n'était pas signé par un témoin. Cela ne tiendrait pas devant les tribunaux, non sans preuves corroborantes. Pourtant, cela expliquait le retour de Miss Winter, ses remarques énigmatiques et peut-être même son sort. Si le major Darracott lui avait offert la broche comme cachette sûre pour ce document, alors son apparition soudaine dans le village n'était pas une simple coïncidence. Elle avait sans doute découvert que le major était décédé et était venu réclamer ce qui lui était dû. Mais à qui le testament révisé avait-il profité? Qui aurait perdu si cela avait fait surface? Lionel? Cécile? Madame Darracott? La réponse, soupçonnait Miss Marple, ne résidait pas seulement dans le testament, mais dans le fait même que la broche avait été cachée, volée et abandonnée. Dans une haie. Quelqu'un avait paniqué. Quelqu'un qui avait peur de ce que représentait ce bout de papier. Plus tard dans la journée, Mademoiselle Marple s'est rendue au bureau du notaire de Market Bromley. Monsieur Redfern, un homme rond avec des lunettes, en demi-lune, et l'air de quelqu'un qui s'excuse perpétuellement d'exister, l'a reçu avec une légère surprise et une grande courtoisie. « Je me souviens du testament de Monsieur Darracott », dit-il en sortant un dossier avec l'efficacité d'un homme qui se souvient de tout, mais qui est surpris qu'on lui demande. Partage simple. La majeure partie de la succession à son fils, une allocation pour Madame Darracott et de modestes provisions pour le personnel. Signé, attesté et déposé correctement. Aucune mention de Miss Winter? A demandé Miss Marple. Il secoua la tête. Non, madame, aucun. Et pas de version antérieure. On en parlait il y a des années. Une rumeur, vraiment. Je ne l'ai jamais vue. Miss Marple ouvrit son sac à main et en sortit un fac-similé du message qu'elle avait trouvé. L'original. Est resté caché dans sa boîte à couture. Elle fit glisser la note sur le bureau. M. Redfern le lut 2 fois, les yeux plissés. Cela pourrait s'avérer gênant. Si le major avait apporté des modifications mais ne les avait pas enregistrées, ou a été persuadé de ne pas le faire, ajouta doucement Miss Marple. En effet, un document comme celui-ci pourrait-il être utilisé à des fins de chantage? Il hocha lentement la tête, surtout si cela pouvait jeter le doute sur le testament officiel. Même s'il n'avait pas de statut légal, cela pourrait nuire à sa réputation. Les conflits de succession sont comme la pourriture dans les vieilles maisons. Calme d'abord, puis dévastateur. Miss Marple sourit. C'est une comparaison très pertinente. Lorsqu'elle revint au village, elle trouva l'inspecteur Cray qui attendait devant sa porte. « J'ai eu une évolution », a-t-il déclaré sans préambule. « Nouvelles informations issues de l'autopsie. » Miss Marple a déverrouillé sa porte, l'a fait entrer et lui a servi du thé avant de s'asseoir. « Dites-le. » Le poison n'était pas de l'arsenic, dit-il sombrement. C'était de la digitale. Les sourcils de Miss Marple se haussèrent. Comment botanique? On le trouve dans de nombreux jardins, y compris celui des Darracott, et le dosage suggère qu'il a été infusé dans son thé, ou peut-être dans quelque chose qu'elle a mangé peu de temps avant. A-t-elle mangé quelque chose d'inhabituel? Elle a demandé un plateau privé, des sandwichs, des sablés et un pot de Lady Grey.
La femme de ménage se souvient l'avoir préparé. Miss Marple lui tapota le menton. La digitale a un arrière-goût amer, difficile à dissimuler, ce qui suggère qu'elle était distraite, ou que c'était caché dans un endroit inattendu. L'esprit de Miss Marple revint à la tasse à thé en porcelaine ébréchée trouvée près du corps de Miss Winter, encore entière, mais curieusement non bue. Si le thé avait été empoisonné, pourquoi ne l'avait-elle pas bu, à moins que le poison soit dans le sablé? Les biscuits s'étaient émiettés. L'un est resté à moitié mordu dans l'assiette. Miss Marple se souvint soudain de quelque chose. Lavinia Hartley, la femme du jardinier, se vantait lors de la fête de ses sablés citron thym. Elle en faisait souvent don à des fonctions locales. Et elle avait parlé, il y a quelques jours à peine, de la façon dont elle connaissait une douzaine de plantes sauvages avec lesquelles assaisonner, si l'on en avait envie. Miss Marple se leva brusquement. « Je pense que je dois rendre visite à quelqu'un. » Le cottage Hartley était situé près des bois, à la lisière du village, entouré de parterres d'herbes et de vignes. Lavinia a ouvert la porte avec de la farine sur les mains et un sourire raide. « Miss Marple, » dit-elle surprise, « qu'est-ce qui vous amène ici? J'admirais votre jardin. » La voix de Miss Marple était agréable. « Tant de variétés. Est-ce que c'est de la digitale près de ton treillis ?» Lavinia suivit son regard. « Il est là depuis des années. Je ne l'utilise jamais. »« Non, même pas par accident ?» Le sourire de Lavinia s'effaça. « J'ai pensé, » poursuivit Miss Marple, « au sablé. Une chose fragile, vraiment, friable, facile à soigner si l'on avait un bon esprit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. »« Oh, je n'insinue pas du tout, » dit gentiment Miss Marple. « Simplement observer. Que quelqu'un comme Miss Winter, qui a été très précise, n'accepterait jamais le thé de n'importe qui. Mais des sablés préparés avec amour par une femme du village, eh bien cela passerait sous son radar, n'est-ce pas? » Les mains de Lavinia se crispèrent. Elle savait quelque chose, dit doucement Miss Marple. Et quelqu'un savait qu'elle ne pouvait pas être autorisée à le partager. Quelqu'un qui avait entendu des choses en jardinant, quelqu'un qui connaissait une broche, ou un cadran solaire, ou un testament. Quelqu'un qui avait une raison de garder les Darracot en sécurité, ou leurs secrets enterrés. Lavinia ne répondit pas. Au lieu de cela, elle recula, le visage pâle. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir trouvé, » dit-elle doucement. « Mais si les gens déterrent de vieux ossements, ils ne devraient pas être surpris quand quelque chose de désagréable en sort. » Et sur ce, elle ferma la porte. Miss Marple restait immobile, le vent s'enroulant autour de sa jupe. Il y avait quelque chose de plus profond ici. Pas de colère, pas d'héritage, mais protection. La loyauté s'est transformée en quelque chose de plus sombre. Et maintenant la broche avait refait surface. Le tueur le saurait. Et ils ne s'arrêteront peut-être pas à un seul corps. Le vent a changé cette nuit-là, soufflant de l'est, sec et vif, et emportant avec lui le parfum cassant du début de l'automne. Dans le village de Saint-Anselme, les volets claquaient, doucement, et même les chiens semblaient aboyer plus fort, comme s'ils sentaient le changement inquiétant de l'air. À Bayberry Cottage, Miss Marple était assise dans son salon, un châle tiré sur ses épaules et son tricot intact sur ses genoux. Elle avait passé l'après-midi à se préparer, mais pas dans le sens habituel du terme. Ses préparatifs n'étaient pas pour la compagnie ou le thé, mais pour vérité. Elle avait rassemblé des fils, non pas de fils, mais de motifs, d'opportunités et de peur. Et maintenant elle était presque prête à tester sa théorie, presque. Un léger coup à la porte la sortit de ses pensées. C'était Cecily Parmenter, au visage pâle mais posé, son manteau déboutonné et ses mains gantées étroitement nouées. « Je ne sais pas où aller d'autre, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Alors vous êtes exactement au bon endroit, » dit chaleureusement Miss Marple en s'écartant. « Asseyez-vous, ma chère. La bouilloire est déjà allumée. » Cecily hésita près de l'âtre avant de s'enfoncer dans le fauteuil en face de Miss Marple. « J'ai eu un sentiment terrible cet après-midi, » dit-elle après une pause. « Comme si quelqu'un me surveillait. Quelqu'un était « je vous regarde »
répondit Miss Marple en versant du thé avec sa grâce habituelle. Mais ils ne regardaient pas avec haine, Cecily. Ils regardaient dans désespoir. Cecily leva brusquement les yeux. « Je crois, a poursuivi Miss Marple, que la mort de Miss Winter n'était pas une question de jalousie personnelle, ni de vengeance. C'était un acte de protection. Quelqu'un dans ce village pensait que Miss Winter menaçait de démanteler quelque chose qui devait rester enterré. » Elle posa la théière et se pencha en avant. « Mais je crois aussi que le tueur n'a pas agi seul, ou du moins pas sans pression. C'est souvent le cas en cas de meurtre. Il est rarement conçu de manière isolée. Il y a généralement une ombre. Derrière le rideau, une voix murmurait qui presse la main. La bouche de Cecily s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. « Voulez-vous savoir, dit doucement Miss Marple, ce que je crois que Miss Winter est venue trouver ?» Cecily hocha lentement la tête. Miss Marple se leva et sortit une petite enveloppe de sa boîte à couture, la tendant à son invité. Cecily l'ouvrit avec des doigts tremblants. Ses yeux scrutèrent l'unique feuille de papier à l'intérieur, s'écarquillant aux mots. « Deuxième et véritable copie de mon testament. » Saya-t-elle lu à haute voix. « Signé SD. » Miss Marple se rassit. « Caché à l'intérieur de ta broche. La même broche que Lionel t'a donnée, prétendant qu'elle appartenait autrefois à sa mère. » Cecily regardait le journal, stupéfaite. « Mais pourquoi le cacherait-elle là ?»« Peut-être que non, a déclaré Miss Marple. Peut-être que le major Darracott lui-même l'a placée là, espérant qu'elle reviendrait un jour le chercher ou espérant que quelqu'un d'autre le trouverait. Le moment venu. Peut-être souhaitait-il subvenir à ses besoins en silence ou corriger quelque chose qu'il regrettait plus tard. Mais pour quelqu'un d'autre dans ce village, ce papier n'était pas une chance d'obtenir justice. C'était une menace. Cecily leva les yeux écarquillés par la réalisation. « Tu veux dire Lionel ?» Miss Marple fit une pause. « Pas nécessairement. J'en suis venu à croire que Lionel, malgré tous ses défauts, est plus orgueilleux que cupide. Non, je pense que quelqu'un d'autre était au courant de l'existence du testament. Quelqu'un qui a eu accès au major Darracott au cours de ces derniers mois. Quelqu'un qui aurait pu l'entendre, ou même l'aider dans ses affaires. Quelqu'un qui l'a négligé. Quelqu'un d'ordinaire. » Elle a laissé ces mots pénétrer puis a ajouté « Et je crois que la clé pour le prouver réside dans le comportement humain et non dans les documents. » Les sourcils de Cecily se froncèrent. « Alors comment ?» Miss Marple sourit faiblement. « En regardant. En remarquer. De la même manière, on observe si une personne plie soigneusement sa serviette ou l'écrase avec impatience. Vous voyez, ma chère, la culpabilité est comme une robe mal ourlée. Elle finit par se froncer, elle caint. Se leva. J'ai besoin de ton aide, Cecily. Juste une fois, pour un peu de théâtre. Le lendemain, Miss Marple a appelé l'inspecteur Cray et lui a demandé son aide. Avec quoi exactement ? Demanda-t-il dubitatif. Avec un test, répondit-elle sereinement. Un petit rassemblement. Ici à Bayberry Cottage, rien de dramatique. Thé et conversation. J'enverrai des invitations. Il vous suffit d'observer. Et d'observer les réactions. Cray, à moitié réticent et totalement déconcerté, accepta. Cet après-midi-là, 5 invitations furent remises par Miss Witherby. Chacun était manuscrit, chacun identique. Vous êtes cordialement invité à prendre le thé au Bayberry Cottage, où un article d'un grand intérêt pour feu Miss Winter sera révélé. 4 heures pile. Les récipiendaires, Lionel Darracott, Madame Darracott, Lavinia Hartley et le révérend Reeves. Le 5e est allé à quelqu'un que Miss Marple soupçonnait depuis longtemps de tout surveiller depuis les coulisses. La table était dressée avec précision. Porcelaine délicate, tartes au citron, morceaux de sucre dans un bol en argent, et une assiette de sablé que Miss Marple avait préparée elle-même, sans rien sauf de la farine, du beurre et une touche de vanille. Lorsque les invités arrivèrent, ils la trouvèrent joyeuse et sans hâte. L'inspecteur Cray était assis silencieusement dans un coin, faisant semblant d'examiner un livre sur la flore locale. Une fois que tout le monde fut assis et que le thé fut servi,
Miss Marple sourit agréablement. « Je suis récemment entrée en possession de quelque chose que Miss Winter a laissé derrière elle, a-t-elle déclaré. Quelque chose d'assez délicat, voire fragile. Il y eut un subtil changement dans la pièce. Madame Darracot se raidit. Lionel haussa un sourcil. Les yeux de Lavinia se plissèrent. Seul le révérend Reeves restait tranquille, sirotant poliment. Miss Marple fouilla dans une petite pochette en satin et en sortit la broche en forme de lys ébréché, la tenant entre deux doigts. Vous remarquerez les dégâts. Ils se sont produits peu de temps avant sa mort. Ce que la plupart auraient considéré comme un bibelot, a-t-elle déclaré, était en fait une cachette. Elle le tourna lentement, révélant le dos creux. Il y avait un bout de papier à l'intérieur, a-t-elle poursuivi. Un document, sans témoin mais plutôt intéressant. Maintenant, la main de Madame Darracot tremblait légèrement. Lavinia resta rigide. Et puis, Miss Marple a fait ce à quoi peu de gens s'attendaient. Elle se tourna vers Cécilie et dit « Auriez-vous la gentillesse de le lire à haute voix ?» Cécilie se leva, déplia le fac-similé et lut clairement et uniformément. Ce faisant, Miss Marple surveillait les invités de près. L'expression de Lionel ne changea pas, mais ses doigts, repliés devant lui, se resserrèrent. Madame Darracot pâlit. La mâchoire de Lavinia se serra, et puis un halètement aigu presque imperceptible échappa complètement à quelqu'un d'autre. La dernière invitée, assise près de la fenêtre, la gouvernante des Darracot, Agnès Clay Agnès, qui était dans la famille depuis 15 ans. Agnès qui s'était occupée quotidiennement du major lors de sa dernière maladie. Agnès qui laissa tomber sa tasse de thé. Il s'est brisé bruyamment. Un long silence embarrassé. Suivi. Je suis désolée, balbutia-t-elle. Tellement maladroit de ma part. Miss Marple s'agenouilla à côté d'elle. Très bien, ma chérie. Tu as été mise à rude épreuve. Agnès parut frappée. Je ne voulais pas... Pour la tuer? Demanda doucement Miss Marple. Non. Mais vous aviez l'intention de prendre la broche. Vous saviez ce qu'il y avait à l'intérieur. Vous avez entendu le major en parler. Vous saviez que cela pourrait tout changer pour les Darracot. La voix d'Agnès était basse. Elle n'en voulait même pas par sentiment. Elle voulait de l'argent, pour le ruiner, pour les ruiner tous. Miss Marple lui tapota doucement la main. Et donc tu as écrasé la digitale dans les sablés. Pas assez pour tuer immédiatement. Juste assez pour être sûr qu'elle ne parlerait plus. Les larmes d'Agnès commencèrent à couler silencieusement. Cray se leva et s'avança enfin. « Je n'avais pas le choix, » murmura Agnès. « J'ai servi cette famille. Je leur ai tout donné. Elle allait tout détruire. » Miss Marple se leva. « Parfois, ma chère, ce n'est pas à nous de décider ce qui doit rester caché. Certaines choses, aussi nobles que soient nos intentions, doivent être révélées. » Alors qu'Agnès était tranquillement escortée, Miss Marple se tourna vers les autres. « La vérité, dit-elle doucement, est rarement aussi simple que la culpabilité. Elle est cousue de dévotion, de peur et d'amour. Et pourtant, comme la porcelaine la plus fine, elle ne peut cacher ses fissures pour toujours. Le lendemain matin s'est levé dans un calme troublant. Pas de chant d'oiseaux, pas de bavardage de village depuis les fenêtres ouvertes, seulement le doux bruissement des feuilles agitées par une brise hésitante. C'était comme si saint Anselme lui-même retenait son souffle, attendant que les répercussions des révélations de la veille se calment ou qu'elles s'écrasent sur quelque chose d'irrévocable. À Bayberry Cottage, Miss Marple se tenait près de sa fenêtre aux rideaux de dentelle, regardant la traînée inégale d'empreintes de pas laissées dans le chemin couvert de rosée au-delà de la porte. Ses yeux étaient pensifs, pas triomphants. Les travaux n'étaient pas encore terminés. La vérité, elle le savait, arrivait rarement d'un seul coup dramatique. Il est venu lentement, s'assemblant à partir de fragments, gestes, silence et contradictions. Agnès Clay avait avoué. Mais pas tout, l'inspecteur Cray
L'inspecteur Cray, qui avait accompagné la gouvernante au poste, était maintenant assis à la table de la cuisine de Miss Marple, une tasse de thé fraîche entre eux. « Elle était prête à s'effondrer au moment où tu as sorti cette broche, » dit-il en se frottant les tempes. « Nous en avons assez pour l'inculper, et le mobile est cohérent. Elle protège les Darracot. Elle se considère comme leur tutrice. » Miss Marple hocha la tête. Une motivation très humaine. Pas d'avidité, pas de vengeance, juste une loyauté transformée en une forme dangereuse. Cray fronça les sourcils. Ça n'explique toujours pas une chose. Pourquoi ne pas simplement voler la broche? Pourquoi le poison? Elle ne savait pas, dit doucement Miss Marple. Pas au début. Je crois qu'elle a deviné qu'il y avait quelque chose de caché à l'intérieur. De la broche. Peut-être qu'elle a même essayé de l'ouvrir après l'avoir vue en possession de Cécilie. Mais ensuite, elle a réalisé que Miss Winter était revenue spécialement pour la récupérer, et qu'elle savait comment l'ouvrir. Alors, Agnès a paniqué. Exactement. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser Yvonne réussir. Et une fois que Miss Winter a demandé que son thé lui soit apporté en privé, Miss Marple laissa sa phrase s'étendre. Cray baissa les yeux sur sa tasse. « Mais quand... Est-il du testament ?» Miss Marple hésita. « Ce n'est pas un testament, pas au sens juridique du terme. C'est une déclaration d'intention. Un indice, en fait, peut-être même un message destiné à quelqu'un en particulier. » Elle se leva et se dirigea vers sa boîte à couture, revenant avec le papier original. Cray la relut. « À qui de droit ? Ceci est la deuxième et véritable copie de mon testament. Le contenu du premier est nul. Le porteur de ce testament sait pourquoi. SD. Vide, répéta-t-il. Pourquoi ne pas simplement remplacer l'ancien? Les yeux de Miss Marple étaient illisibles. Parce qu'il ne le pouvait peut-être pas. Peut-être que le major était déjà devenu trop fragile, ou peut-être qu'il craignait que quelqu'un ne l'intercepte. Un domestique, un avocat, voire un membre de sa propre famille. Cray plissa les yeux. « Vous pensez toujours que quelqu'un d'autre était impliqué ?»« Oui, » dit simplement Miss Marple. « Agnès a porté le coup, mais elle ne l'a pas orchestré. Elle n'est pas intelligente dans ce sens-là. » Elle se versa une autre tasse de thé et ajouta « La broche était un signal. Celui qui craignait vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur en savait bien plus qu'Agnès. » Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple a demandé une rencontre privée avec Cécilie au domaine d'Arracot. Ils étaient assis dans le salon où l'air était chargé de vernis lavande et de questions sans réponse. « Vous n'êtes pas là pour me dire que je suis le prochain sur la liste de l'inspecteur, n'est-ce pas ?» Thomas demanda Cécilie avec un sourire cassant. « Non, ma chère, dit gentiment Miss Marple, vous ne risquez pas d'être arrêtée. Mais tu ne penses pas non plus que je suis innocent. Je crois que vous n'êtes coupable que du silence. Et le silence, même s'il n'est pas un crime en soi, peut certainement en cacher un. » Les yeux de Cécilie brillèrent. « Tu penses que je savais pour la broche ?» Miss Marple leva la main. « Laissez-moi vous proposer une théorie, et vous pourrez me dire si j'ai chaud ou froid. » Elle croisa les mains. « Le major d'Arracot a engendré un enfant en dehors de son mariage, un secret, enfoui depuis longtemps. La mère de cet enfant, peut-être une actrice ou une infirmière, ou quelqu'un en dessous de son rang, était Yvonne Merton qui s'est fait appeler plus tard Miss Yvonne Winter. Il lui a donné un gage, une broche dans lequel il a caché une lettre, peut-être même cette note déclarant un Nouveau Testament. Pas juridiquement contraignant, mais puissant tout de même. » Cécile restait silencieuse. Elle est partie. Les années ont passé. Puis est arrivée la nouvelle de sa mort, et elle est revenue pour réclamer ce qu'elle croyait lui appartenir, non pas par cupidité, mais par droit, la promesse de son père, jamais tenue. Cécilie ne dit toujours rien. La voix de Miss Marple s'adoucit, mais elle a mal calculé. Elle pensait que les Darracot la rejetteraient, et peut-être pensait-elle qu'il craignait suffisamment le scandale pour acheter son silence, ou la menacer. Mais ce qu'elle n'a pas réalisé, c'est que tous n'ignoraient pas son identité. Cécilie croisa le regard de Miss Marple.
Tu penses que je savais? Je pense que vous vous en doutiez, dit doucement Miss Marple. Peut-être avez-vous vu une lettre il y a des années. Peut-être que votre père, le médecin, vous a confié quelque chose sur son lit de mort. Quoi qu'il en soit, vous saviez qui elle était, et vous avez compris ce que signifiait son retour. Cécile détourna le regard. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de mon avenir, mes fiançailles. Lionel et moi, nous construisions une vie. Et Miss Winter a menacé ça, elle a menacé de tout changer. Non pas en criant ou en exigeant, mais simplement en existant. Une goutte de sang, une réclamation, et tout s'effondrerait. La voix de Miss Marple était calme. « Alors tu n'as rien dit ?»« Je n'ai rien dit, » acquiesça Cécilie. « Je ne savais pas qu'elle allait mourir, je n'ai jamais voulu ça. Mais je ne peux pas dire que je suis désolé qu'elle ait échoué. » Miss Marple hocha la tête. « Merci pour votre honnêteté. » Ce soir-là, Miss Marple fit une dernière visite, cette fois à Madame Darracott. La maîtresse de maison, toujours aussi posée et contrôlée, la reçut dans sa chambre, entourée de coussins violets et du parfum de l'eau de rose. « Je suppose que vous êtes venu me dire qui l'a tué, » dit Madame Darracott sans se retourner. « Non, » dit Miss Marple. « Je suis venu vous demander si vous le saviez. » Il y eut une pause. Madame Darracott se tourna lentement. « Je m'en doutais. Mon mari est devenu étrange vers la fin. Il a écrit des lettres qu'il ne voulait pas me laisser voir. Il s'est parlé tout seul. Une fois, je l'ai vu manipuler la broche, enveloppant quelque chose à l'intérieur. L'avez-vous confronté? Non. J'avais depuis longtemps arrêté de confronter Sébastien à propos de telles choses. J'ai supposé que c'était un rendez-vous amoureux, une indiscrétion stupide. Je ne pensais pas que cela nous suivrait. Avez-vous parlé à Agnès? Madame Darracott eut un sourire crispé. Agnès est loyale. Je ne lui ai jamais demandé de faire quoi que ce soit. J'ai seulement dit une fois que si la femme revenait un jour, ce serait la fin du nom de la famille. Miss Marple restait silencieuse. « Alors vous voyez, dit Madame Darracott en croisant les mains, je suis coupable aussi, pas par action mais par implication. » Miss Marple fit un léger signe de tête. Les mots, même ceux qui ne sont pas prononcés, ont plus de pouvoir qu'on ne l'imagine. Elle s'est levée. « Et maintenant ?» a demandé Madame Darracott. « Maintenant, » a déclaré Miss Marple, « il faut laisser la vérité retomber. Comme la poussière. Mais c'est toujours le cas avec le temps. Cette nuit-là, Saint-Anselme était de nouveau calme. Agnès restait en détention, mais la véritable forme de la tragédie, ses racines, sa portée, ne resterait connue que de quelques-uns. Dans son salon, Miss Marple se remit enfin à tricoter, un point à la fois, une ligne après l'autre. Le patron est terminé, mais la porcelaine, une fois craquelée, en porterait toujours la marque. 3 jours après l'arrestation d'Agnès Clay, un calme provisoire est revenu à Saint-Anselme. Mais ce n'était pas le même calme qui avait précédé la garden party à Tilling Green. Ce calme était plus mince, plus silencieux, comme du givre se formant sur un étang immobile. Le village a continué, comme le font toujours les villages, mais sous la surface, il y avait une reconnaissance tacite que quelque chose de fragile avait été fissuré, quelque chose d'inconvenant exposé. Miss Marple, de son côté, reprit ses habitudes habituelles avec une précision gracieuse. Ses promenades matinales la conduisaient devant l'épicier, le presbytère et la poste dans leur circuit habituel. Elle s'est arrêtée pour acheter une boîte de mélasse pour Miss Witherby, a présenté ses condoléances à une veuve locale pour le décès de son chat et a même accepté une modeste tranche de gâteau aux graines de la jeune Emily Reeves, qui s'était mise à la pâtisserie pour calmer ses nerfs. Mais tout n'était pas comme avant. Lionel Darracott, bien qu'officiellement lavé de tout soupçon, s'était rendu soudainement à Londres, apparemment pour consulter un avocat au sujet de certaines questions d'héritage. Madame Darracott restait fermement derrière les portes de Tilling Green, aperçue seulement brièvement au crépuscule. Assise près de la fenêtre du salon, sa silhouette semblable à une figure de cire derrière une gaze. Et Cécile, elle aussi, avait changé. Miss Marple le vit dans la démarche de la jeune femme.
moins droite, plus intérieure. Un certain équilibre subsistait, certes, mais il avait été tempéré par quelque chose de plus doux, moins cassant, moins convaincu du bien fondé moral du silence. Un après-midi, Cecily est arrivée à Bayberry Cottage à l'improviste. Elle se tenait sur le pas de la porte, tenant un petit paquet plat. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-elle doucement. « Ou plutôt, je l'ai rendu. » Miss Marple l'a invitée avec un sourire chaleureux. « J'adore les colis. » Dans le salon, Cecily remit l'objet emballé. Miss Marple l'a déballé avec soin, révélant la broche en forme de lys en porcelaine réparée, nettoyée, raccommodée et nichée dans un chiffon doux. « Je pensais que tu devrais l'avoir, » dit Cecily. « Je ne pouvais pas le garder. Il ne m'appartient pas. » Miss Marple l'examina attentivement. Le compartiment caché avait été soigneusement scellé, les fines fissures recouvertes de verre. Une belle pièce, encore une fois, restaurée, mais jamais tout à fait entière. « Non, dit-elle pensivement, mais vous l'avez protégé pendant un certain temps, même sans le savoir. Les objets ont leur propre histoire, ma chère. Ils passent entre les mains comme des secrets transmis entre les générations. » Cecily s'assit, croisant ses mains gantées sur ses genoux. « J'ai réfléchi à Agnès, à ce qu'elle a fait. Elle aimait votre famille, » dit doucement Miss Marple. « Férocement. Peut-être trop. » « Elle a demandé à me parler, » murmura Cecily. « De prison. Et tu y vas ?» Cécile hésita. « Je ne sais pas encore. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. » Miss Marple sirotait son thé d'une voix douce. « Le pardon n'est pas un cadeau pour les autres. C'est la libération d'un poids que nous portons nous-mêmes. Quand vous serez prêt, vous le saurez. » Il y eut une longue pause. « Croyez-vous » demanda soudain Cecily. « qu'Yvonne, Miss Winter, est venue ici pour nous détruire ?»« Non, » répondit Miss Marple. « Je crois qu'elle est venue pour obtenir de la reconnaissance, pour prouver que son histoire comptait. Elle n'était pas parfaite, loin de là. Mais elle avait une vérité à laquelle personne ne voulait faire face. Elle aurait pu tout avoir. Elle l'aurait peut-être fait, » approuva Miss Marple. « Mais elle n'a jamais vraiment essayé de s'en emparer. Elle a offert un indice, pas une arme. Cette note dans la broche, ce n'était pas légal. Elle n'aurait pas tenu devant un tribunal. Mais elle s'en sait quelque chose. Cela signifiait que l'histoire de votre famille était incomplète. Et peut-être que cela a effrayé quelqu'un plus que la possibilité d'un scandale. » Cecily hocha la tête, les yeux baissés. « Elle ne voulait pas du domaine, » a-t-elle déclaré. « Elle voulait reconnaissance. » Et peut-être, ajouta doucement Miss Marple, un peu de gentillesse. Cecily se leva lentement. « Je devrais y aller. Il y a beaucoup de choses à penser. » Miss Marple l'accompagna jusqu'à la porte, la broche toujours posée dans son tissu sur la table. Dehors, le soleil perçait les nuages bas, projetant une douce lumière ambrée sur le jardin. Avant de partir, Cecily fit demi-tour. « Mademoiselle Marple, comment saviez-vous » À propos de tout cela, Miss Marple sourit faiblement. Les gens oublient que la nature humaine ne change pas. Seuls les costumes et les accessoires changent. Lorsqu'une personne se comporte hors de son caractère, lorsque la peur se cache dans le service, ou lorsque la culpabilité était réduite au silence par la loyauté, cela se voit, pas bruyamment, mais clairement pour quelqu'un qui regarde depuis longtemps. Les lèvres de Cecily s'entr'ouvrirent en un demi-sourire mélancolique. « J'espère ne jamais me retrouver dans l'une de vos observations. »« Ma chère, » dit gentiment, « Miss Marple, nous le faisons tous, tôt ou tard. Ce week-end-là, le village a lentement expiré son souffle longtemps retenu. Le service religieux de dimanche a été particulièrement discret. Les gloussements et murmures habituels de Madame Ellison étaient absents, et Madame Pettigrew, qui prenait souvent sur elle d'offrir des opinions non sollicitées pendant les hymnes, restait assise de manière inhabituelle. Ensuite, l'inspecteur Cray s'est approché de Miss Marple près de l'if au bord du cimetière. « Elle ne sera pas jugée pour meurtre, » a-t-il déclaré. « Agnès ? Oui, homicide involontaire, très probablement. Acte illégal. Empoisonnement. Ses aveux ont sauvé une longue enquête. » Miss Marple hocha la tête. « Cela semble
Juste. Gray regarda les pierres tombales, leur sommet moussu captant la lumière. « Et le testament ?» « L'avocat a été informé, » a répondu Miss Marple. « Cela ne changera pas le statut juridique de la succession, mais les Darracot le sauront. » « Vont-ils le contester ?»« Non, pas maintenant. » Gray inspira longuement. « Eh bien, j'ose dire que tout est lié. » Mais Miss Marple secoua la tête. « Non, inspecteur, pas attaché, mis au repos. » Il lui lança un regard de côté. « Il y a une différence ?»« Ah oui. L'un est définitif, l'autre est seulement pacifique. » Ils se séparèrent devant le portail et Miss Marple s'attarda encore un moment, observant la traînée de lierre le long du mur de l'église, serpentant à travers la pierre et la mémoire. Ce soir-là, elle rentra chez elle et déposa la broche dans une petite boîte doublée de velours à côté de sa cheminée. Ni cachée ni exposée, simplement placée là où son histoire pourrait reposer. Elle reprit son tricot même si le modèle avait changé. Plus de gants, mais une écharpe en fil bleu doux, destinée à être un cadeau pour un enfant qui va bientôt naître dans une famille de l'autre côté du village. Un nouveau départ, pensait Miss Marple, méritait toujours une marque de chaleur. Alors que les dernières lueurs du jour disparaissaient derrière les collines, elle se pencha en arrière, le feu crépitant doucement à ses pieds. L'affaire était terminée. Le secret avait été découvert, mais le village, comme toujours, continuerait son chemin. Avec ses rythmes doux, ses fêtes dans les jardins, ses soupçons murmurés et ses fidélités silencieuses, et Miss Marple, observatrice discrète, tricoteuse de vérité, serait là, observant, toujours à l'écoute de la prochaine. Petite chose qui ne lui conviendrait pas tout à fait. Parce qu'un meurtre, elle le savait, arrive rarement par un cri. Le plus souvent, cela s'accompagne d'un coup poli, d'un sourire de porcelaine et du bruit sourd de quelque chose qui se brise.